Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous propose un petit livre rapide, simple, facile de compréhension, quelques passages rapides. Le livre s'appelle Le Temps d'Étienne Klein. Et il y a quelques passages sympas, c'est à un niveau humanité, secondaire, pas trop compliqué. Je vous présente les quelques passages choisis. J'espère qu'ils vous plairont. Nous ne pouvons pas non plus saisir le temps. Le mot maintenant pourrait être le participe présent du verbe maintenir, c'est-à-dire tenir en main. Nul ne peut retenir ni apprendre le temps, pas plus qu'une main plongée dans un fleuve ne peut bloquer son flux. Il n'y a donc pas, en matière de temps, de maintenant, comme dit Michel Serres, pendant que nous pensons, le temps entraîne notre pensée en même temps que nous-mêmes. Il ne peut s'empêcher d'aller et il ne sait que fuguer, et c'est le propre du temps. Nul ne peut l'arrêter ni le suspendre. Il n'est rien pour lui qui fasse office de feu rouge ou de porte-manteau, un grand regret d'Alphonse de Lamartine et quelques autres. Troisième difficulté vient de ce que le temps n'est une matière à aucun de nos cinq sens. Il n'est pas perceptible en tant que phénomène brut, même si l'homme est certainement le plus temporel des animaux. Celui qui a le plus conscience du temps qui passe. Seuls des êtres doués au minimum de mémoire sont capables d'appréhender le passage du temps. Un être sans mémoire n'aurait pas plus d'idée de la durée qu'un aveugle n'a d'idée de la couleur. Petite parenthèse, il y a eu des essais sur des canards qui avaient des réactions sexuelles à certains rayons bleus. Donc il y a visiblement une petite anomalie dans ce livre. Mais d'un point de vue philosophique, on comprend très bien qu'un aveugle ne peut avoir d'idée de couleur dans l'absolu. Maintenant, ne pas avoir de réaction des couleurs semble erroné. Et semble acquis, pardon. Donc j'en étais... Même s'il retient une part du passé dans le présent, ne suffit pas de faire du temps une manière palpable. De même, ni l'intuition ni l'imagination ne suffisent à rendre l'avenir intangible à l'avance. Enfin, le temps se présente à nous d'une façon presque toujours ambiguë, déconcertante et parfois contradictoire. Il est à la fois évident et incapable, de substantiel et fuyant, familier, mystérieux, et bien que sa direction soit fléchée, comme disent les physiciens, il demeure un objet introuvable. Alors comment rendre raison du temps ? Il semble bien qu'on ne puisse faire sans tomber aussitôt dans le terrible paradoxe, comme nous le verrons dans la seconde partie de ce livre. Cette ambiguïté du temps n'empêche pas que, dans leur interrogation sur l'univers et sur l'homme, les scientifiques de toutes disciplines sont sans cesse confrontés au temps, à ses caprices, voire ses ténèbres. Dans un premier temps, nous parlerons surtout des physiciens. Ils peuvent sembler curieux d'associer le temps et la physique. Celle-ci cherche en effet, sans se l'avouer, toujours à éliminer le temps, car le temps c'est la variable, l'instable, l'éphémère, tandis que la physique, elle recherche de rapports qui soient soustraits au changement. Lors même qu'elle s'applique à de processus qui ont une histoire ou une évolution, c'est pour y discerner soit des substances et des formes, soit des lois et des règles indépendantes du temps. Voilà pourquoi la physique prétend à l'immuable et à l'invariant, ou du moins en réversible. Dans l'esprit de beaucoup de ceux qui la pratiquent, son but reste bel et bien de ramener le changement en permanent en établissant des lois éternelles, c'est-à-dire affranchir du temps à partir de phénomènes qui, eux, sont passagers. Quoique recherche la vérité, ne doit-il pas viser l'intemporel ? Pourtant, dans sa pratique, aussi bien que dans ses concepts, la physique se heurte au temps. Elle le fait avec d'autant plus de violence qu'en son sein même le temps revêt plusieurs facettes. Pour se rendre compte de la façon dont le temps provoque les physiciens, il suffit de reprendre la métaphore du fleuve créé plus haut. Le temps est un fleuve qui coule, et d'extraire les notions premières qu'elle cache au véhicule, cette image évoque des notions d'écoulement, de succession, de durée, d'irréversibilité, car on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite. On voit qu'elle renvoie à des symboles qui font partie du questionnement des physiciens. Est-il question d'écoulement ? Eh bien, les physiciens se demandent à ce propos si l'écoulement du temps
et au nom régulier. Le temps est-il rigide ou est-il élastique? Nous verrons que la physique classique, sur ce point, ne répond pas comme la relativité. Albert Einstein étant nettement plus souple qu'Isaac Newton, est-il question de durée? Les physiciens, eux, aimeraient savoir si le temps a, telle une corde, des extrémités. Y a-t-il, se demande-t-il, un début ou une fin du temps? C'est bien le problème de la cosmologie, qui étire puis contracte temporellement l'univers entre Big Bang, assez bien assuré, et un Big Bang crunch. Plus incertain est que les astrophysiciens ont la sagesse de ne pas dater. Est-il question d'irréversibilité, c'est-à-dire d'une impossibilité de remonter le cours du fleuve temps? Les physiciens se demandant, de leur côté, si l'écoulement du temps peut ou non changer de direction. Le temps est-il ou non fléché vers l'avenir, comme ils disent? C'est au physicien anglais Arthur Eddington, de 1882 à 1944, que le temps doit être équipé de cet emblème, la flèche, que la mythologie attribuait jusque-là à Eros, le dieu de l'amour, souvent représenté comme un enfant ailé qui blesse les cœurs de ses flèches aiguisées. En l'occurrence, cette flèche symbolise non plus le désir amoureux, hélas, mais le sentiment qu'a tout être humain d'une fuite inexorable et irréversible du temps. Ce mot fuite suggère, à lui seul, qu'en matière de temps, nous n'avons droit qu'à un aller simple. Nous examinerons comment chaque domaine de la physique ressent tant bien que mal sa propre flèche de temps, et nous verrons si les physiciens sont parvenus à faire jaillir un temps unique de leur équation. Dans la seconde partie, nous sortirons du cadre strict de la science pour évoquer d'autres aspects de la question du temps, prise dans toute son épaisseur. Passage choisi suivant. Dans le chapitre Chronos et Tempus. Les minutes s'écoulaient lentement, mais les heures passaient vite. Pierre McCorlon, La Vandara. Le temps physique est le temps subjectif, ou si l'on préfère, entre le temps des horloges et le temps de la conscience. La première que nous appellerons du mot avec grec chronos est censée être objectif. Il ne dépend pas de nous, il est réputé uniforme. Nous savons d'ailleurs le chronométrer. C'est le temps qu'affichent nos montres, celui qui rythme notre emploi du temps. Depuis le 13 octobre 1967, son étalon, la seconde, est scrupuleusement défini comme la durée de 9 192 631 périodes de l'onde électromagnétique émise ou abordée par un atome de césium 233 lorsqu'il passe d'un certain niveau d'énergie à un autre. La rigueur scientifique, on la notera au passage, c'est tout de même quelque chose. Passage suivant. Dans la suite, c'est par le mot latin tempus que nous désignerons le second temps que nous avons évoqué, le temps éprouvé ou psychologique, celui que l'on mesure de l'intérieur de soi. Il ne s'écoule pas uniformément. Il y a des moments qui durent longtemps, dit Hartley dans le film de Marcel Carné, Hôtel du Nord. D'autres passent au contraire très vite. C'est que la fluidité du temps psychologique est variable, au point que la notion même de durée éprouvée n'a qu'une conscience très relative. Il n'y a vraisemblablement pas d'autres personnes qui, dans un temps donné, comptent un nombre égal d'instants. D'autant qu'il a été prouvé par diverses expériences que notre estimation des durées varie, notamment avec l'âge, et surtout avec les significations des événements qui se sont produits. Le temps psychologique est un caoutchouc. À l'instar de son homonyme météorologique, il a ses rides, ses variations, ses allures et ses humeurs. Bref, une phénoménologie. En raison d'une malignité intrinsèque de la condition humaine, une minute passée à attendre qu'un feu rouge redevienne vert semble plus longue, surtout si l'on est en retard, qu'une minute passée à converser joyeusement avec un ami, surtout si celui-ci est de sexe opposé. C'est d'ailleurs un truisme de dire que le temps
de l'ennui est interminable, que celui de l'impatience est lent mais compact, que celui de la joie est intense et arrêté. Le temps coule rarement comme on voudrait. Une minute à l'ordi d'ennui semble plus interminable qu'un tour de cadran. Une vie trépidante empêche, au contraire, de voir le temps passer. Le temps, tel que l'éprouvons, est rarement en phase avec la cadence monotone et invariable des pendules. C'est pourquoi nous portons une montre. Quel écolier en a fait l'expérience avant même l'âge tachycardie adolescente? Cette variation subjective du temps perçu, qui se traîne s'il est vide de dessin ou bien s'accélère s'il est rempli. On a inspiré de nombreux acteurs. Primo Levi, par exemple, a écrit une nouvelle succulente baptisée Échec au temps, dans laquelle il raconte l'invention et les effets produits pharmaceutiques, le pharmachrome, qui permet à chacun de modifier à volonté son propre sentiment subjectif du temps, allongeant les périodes de temps agréables et abrégeant les autres. Elles sont parfois si amples qu'il paraît difficile de concilier ces multiples perceptions de temps. Comment unifier Chronos et Tempus? Quel lien existe entre eux? Est-il seulement légitime de vouloir mettre en rapport ce qui est invariable avec ce qui est élastique? C'est ici que la physique a son mot à le dire. Oh là là, je vais être en retard, le lapin aux yeux roses, dans Alice au pays des merveilles. Passage suivant. Le temps s'incarne en physique sous la forme d'un fameux paramètre t, qui est un nombre réel. La première mathématisation du temps consiste en effet à dire qu'il n'a qu'une dimension. Seul un nombre suffit à déterminer une date. De ce fait, le temps a nécessairement une structure ordonnée physique. Sur une droite, un point se situe nécessairement avant ou après un autre point. Cet ordre ne serait pas possible si le temps avait plusieurs dimensions. Contrairement à celle de l'espace, la topologie du temps est donc très pauvre. Elle n'offre que deux variantes, la ligne et le cercle, c'est-à-dire le temps linéaire qui va de l'avant et le temps cyclique qui fait des boucles. Ce dernier, favorisé par les caractères magiques du cercle, a toujours prévalu dans les mythes, comme dans celui de l'éternel retour qui se trouvait déjà chez les Grecs stoïciens et qui séduisait les philosophes comme Auguste Lecomte ou Frédéric Nietzsche. Pour Nietzsche, par exemple, le devenir revient sur soi pour former un grand cycle où tout réapparaît éternellement, le meilleur comme le pire. Il faut donc vivre, selon lui, de façon à désirer revivre ce que nous avons déjà vécu, à vouloir l'avenir plutôt qu'à le subir. Mais cette conception assez répétitive du temps, aussi séduisante ou consolatrice soit-elle, est aujourd'hui délaissée par la physique, car elle viole ce qu'on appelle le principe de causalité. Sauf si celui-ci est appliqué à la totalité de l'univers, qui peut alterner dilatation et contraction, c'est-à-dire osciller périodiquement entre Big Bang et des Big Crunch, se répétant sans cesse, nous reviendrons, mais pas éternellement, sur cette question. La figuration du temps par une ligne géométrique postule qu'il n'y a qu'un temps à la fois et que ce temps est continu. Elle semble naturelle puisqu'elle s'appuie sur notre expérience intérieure la plus sûre, qui nous présente parfois des événements qui se chevauchent, mais jamais de lacunes. Il ne cesse jamais d'y avoir du temps qui passe. Passage suivant. D'accord, on peut se demander si elle est la marque d'une université du temps, ou bien si elle reflète une juxtaposition du statut particulier. Tous ces temps qui apparaissent dans les équations sont-ils identiques ou bien distincts? Passage suivant. Ensuite, on peut se demander si la présence du temps au sein de la physique n'est pas incongrue dans la mesure où cette dernière tend à nier le temps en faisant appel à des idéaux immobiles, principes, lois, théories, sans aucune référence à la notion d'événement daté. Comment la notion de loi universelle pourrait-elle être compatible avec celle de temporalité? Pour répondre à cette dernière question, il faudrait examiner comment le concept d'histoire, qui suppose que le monde se modifie au cours du temps, est lié à celui de la loi, qui évoque au contraire l'immuabilité ou la stabilité.
Cela permettrait de comprendre si la physique a vocation à décrire l'immuable, ou bien si au contraire, elle doit devenir la législation métamorphose. En d'autres mots, faut-il voir le monde plutôt comme un système ou plutôt comme une histoire? Ce débat n'est pas encore tranché. Pourra-t-il l'être un jour? La physique d'aujourd'hui demeure douloureuse, éclatée entre deux piliers de la pensée grecque. D'un côté, Paraméide, le philosophe de l'être et de l'immobilité fondamentale. De l'autre, son contemporain, Héraclite, le philosophe du devenir et de la mouvance. Nulle science n'échappant à ses origines, ni oubliant ses vieux antagonismes, ce débat n'a cessé de poser, à travers les âges, deux camps. D'un côté celui qui comprend Isaac Newton et Albert Einstein, participant dans une éradication du temps en physique, de l'autre celui qui compte des physiciens comme Ilya Prigogine, persuadés que l'irréversibilité est en fait présente dans toutes les échelles de la physique, mais qu'on a eu tort de l'oublier ou de ne pas le voir. Et si nous suivions la flèche? Ma vie s'en allait, mais j'ignorais par où. Samuel Beckett, Molloy. Revenons à Tempus et Chronos. Cette fois, pour le comparer, nous choisirons comme seul critère comparaison celui de la réversibilité ou de l'irréversibilité du temps. Contrairement à l'espace, censé être isotrope, il y a un sens privilégié d'écoulement. Le passé nous semble écrit, figé. Certes, nous pouvons nous souvenir de celui, mais nous ne pouvons plus le sentir passer. Nulle mémoire ne retrouve le présent du passé, puisque tout est passé, par définition, déjà vécu. Quant au futur, si tendu que ce soit notre volonté, il nous paraît incertain sans attache solide avec le réel. A priori multiples, encore à vivre, c'est pourquoi dans la vie courante, passé et futur n'apparaissent pas symétriques l'un de l'autre. Le temps psychologique est fléché. Claude Claudel écrivait dans l'art poétique que le temps est le sens de la vie. Sans le démentir, on pourrait aussi bien dire, par contraposition, que le temps de la vie a un sens. Qu'en est-il de ce point de vue de réversibilité du temps de la physique, ou plus exactement des différentes sortes de temps qu'envisage la physique? Ont-ils, eux aussi, un sens privilégié d'écoulement? À quel fondateur faut-il aller chercher une correspondance de temps respectif de la science et de l'existence? Même si cela a de quoi surprendre, ce problème de flèche du temps n'est pas résolu de manière satisfaisante et unanime. Les développements modernes de la physique ont compliqué à la fois la question posée et les réponses que lui ont données. Newton met le temps hors du temps. Commençons par le début, ou presque. C'est avec Galilée, 1564-1642, qu'est apparu pour la première fois le temps comme grandeur physique fondamentale, par quoi il faut entendre une grandeur mesurable sur toute une famille de systèmes physiques, et par conséquent susceptible de donner des expériences et de les relier mathématiquement. Galilée, dont les travaux seront repris par Newton, 1642-1727, réalisait finalement le programme qu'avait proposé Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le temps devient la mesure du mouvement. L'idée était, il est vrai, montée en puissance depuis que les premières horloges mécaniques étaient apparues en Occident, à la fin du 8e siècle, matérialisant le temps par la succession des engrenages de roues, des oscillations de pendules, et le découpant en unités toujours plus petites. Les minutes et les secondes ne furent définies qu'au XIVe siècle, grâce à cette mathématisation du temps. Galilée put établir que la hauteur de chute libre d'un objet est proportionnelle au carré du temps de sa chute. On reconnaît en cette phase la loi de la chute des corps dans le vide, qu'on peut aisément transcrire en termes mathématiques. Passage suivant. Le temps ne serait-il qu'une illusion? Il faut avoir de grosses illusions bien grasses, on a moins de peine à les nourrir. Jules Renard, Journal. Le problème de l'asymétrie temporelle est définitivement réglé pour autant.
Certes non, car le calcul précédemment cité interprète l'irréversibilité comme n'étant qu'une réalité statistique propre au système macroscopique, c'est-à-dire contenant un très grand nombre de degrés de liberté. Mais dans cette affaire, la réalité réelle, ultime, autrement dit la réalité microscopique, reste, elle, réversible. L'irréversibilité ne serait donc qu'une illusion statistique, une propriété émergente, caractéristique des seuls systèmes complexes. Il n'y aurait pas, à la base des choses, une authentique flèche de temps, seulement l'apparence d'une flèche à la plus grande échelle. L'irréversibilité observée serait de fait et non de principe, bâtie sur des lois qui le nient explicitement. Elle serait en réalité dense de réversibilité et saturée de symétrie temporelle. De ce fait, le moyen que nous avions de distinguer le véritable écoulement du temps de son inverse, à savoir l'accroissement d'entropie, perd de sa vigueur. De là à dire que le temps lui-même n'est qu'illusion, il n'y a qu'un pas que d'aucuns ont franchi, et non des moindres. Einstein lui-même n'a-t-il pas écrit dans sa correspondance privée, est écrite le 21 mars 1955 après la mort de son ami Michel Bezout, à la famille de ce dernier, que pour nous autres physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, même si elle est tenace. Son point de vue sur la question n'a pas toujours été aussi radical. Peut-être voulait-il seulement consoler les proches du défunt. Mais il reste qu'Einstein espérait bien éliminer la notion d'irréversibilité en ramenant la physique à une pure géométrie, c'est-à-dire une forme sans histoire. D'autres physiciens, en revanche, refusent obstinément d'appeler illusion ce temps qu'ils considèrent comme expérience primordiale de toute vie humaine. Ils affirment qu'un vrai temps s'écoule réellement, un temps que la physique n'a su ni voir ni intégrer, et ils jugent impossible de soutenir que l'irréversibilité procède de notre subjectivité humaine ou de notre ignorance de détails fins. Quelque chose d'essentiel, pense-t-il, a dû échapper à la physique. Il y a Prigogine qui défend ce point de vue avec autorité, qu'on fasse volontiers l'influence que sur lui le fulgurant aphorisme d'Henri Bergson. Le temps est invention ou il n'est rien du tout. Le mot invention est à prendre ici au sens de nouveauté créatrice, en non au sens de chimère. Il a décidé à partir à la recherche du temps perdu de la physique. Soit l'irréversibilité existe à toutes les échelles, proclame-t-il, soit elle n'existe pas. Prenons l'exemple des molécules formant le contenu d'un verre d'eau. Est-ce que le verre d'eau vieillit? Oui, répond Prigogine. Les molécules présentes dans le verre se cognent, ce qui installe des corrélations entre elles, de même qu'il reste un souvenir de la rencontre de deux personnes. Ces corrélations ont pour effet d'orienter le sens de l'histoire des collisions en marquant précisément la chronologie. Selon Prigogine, cette flèche de corrélation doit correspondre à une véritable flèche du temps. Par ailleurs, Prigogine tire les leçons de la découverte contemporaine des systèmes dits chaotiques. Ces systèmes définis par leur extrême sensibilité aux conditions initiales. Cela signifie que deux tels systèmes, régis par la même équation d'évolution, avec des états initiaux aussi semblables que nous le voulons, connaîtront pourtant des évolutions radicalement différentes. Ils divergeront de manière exponentielle au fur et à mesure de leur évolution, jusqu'à devenir si distincts que leur origine commune, comme oubliée, semblera n'avoir laissé aucune trace sur eux. Autrement dit, nous aurons beau décrire l'état initial d'un système chaotique de façon aussi précise que possible, imaginer pour cela des instruments donnant des nombres dotés de milliers de décimales, il viendra toujours un moment où cette information initiale ne servirait plus à rien. En résumé, au lieu de dire « il n'y a pas de flèche du temps », mais le niveau macroscopique crée l'illusion qu'il y en a une, on peut comme Prigogine, mais sans nécessairement reprendre ses arguments, retourner la proportion et proclamer « il y a une flèche du temps », mais le niveau microscopique crée l'illusion qu'il n'y en a pas. Dès lors, l'irréversibilité cesse d'être une affaire de point de vue.
Elle devient inhérente à la nature. Le deuxième principe de la thermodynamique devient dans la foulée le premier principe de la physique tout entière. Le concept de devenir, la croissance de l'entropie, dépasse celui de l'être, les particules et autres objets physiques. L'idée d'évolution prend le pas sur celle d'existence. Héraclite, le zélateur de la mouvance, fait oublier Parménide, le dévot de l'immobilisme. Grâce à ces inversions, qui ressemblent à une mini-révolution copernicienne, le concept d'historicité pourrait faire une entrée remarquable au sein de la physique. La notion d'âge des systèmes prendrait elle aussi un sens, de même pour les systèmes hors d'équilibre. Mais reste-t-il à déterminer comment la flèche du temps parviendrait à percer l'harmonieux édifice de la mécanique classique? Si notoirement indifférent au message d'irréversibilité qu'elle porte, une autre objection à l'irréversibilité est venue du théorème de récurrence démontré en 1889 par le mathématicien français Henri Poincaré. Que dit-il? Que tout système classique évoluant selon des lois déterministes, connaissant ses conditions initiales, on peut en principe calculer toute son évolution ultérieure, finit par repasser par un état aussi proche que l'on veut de son état initial au bout d'un temps non infini, plus ou moins long. Autrement dit, l'entropie pourrait diminuer et revenir vers sa valeur initiale. L'éternel retour, en quelque sorte, par exemple, un gaz qui s'est dilaté reviendrait vers sa configuration comprimée si l'on attendait suffisamment longtemps. Autrement dit, si votre pneu de vélo crève, vous n'avez plus besoin de pompe pour le réparer, le regonfler, il vous suffit d'avoir une rustine, un peu de colle et de la patience, de beaucoup de patience en vérité, car les temps de récurrence sont très longs, supérieurs à l'âge de l'univers. Mais pour des systèmes de quelques particules, la récurrence théorique qu'invoque le théorème de Poincaré n'ayant jamais le temps de se produire, elles équivaut à une irréversibilité de fait. Alors, après réflexion, une pompe se vient. Temps moderne, recherche unité, désespérément. J'ai mal à mon temps, Paul Vallée, l'idée fixe. La physique classique que nous venons de décrire n'est pas seule en course. La physique moderne, c'est aussi la relativité restreinte, la relativité générale, la mécanique quantique, la théorie des champs, la cosmologie, bref, beaucoup de formalismes qui se complètent, voire se contredisent. Essayons de mettre un peu d'ordre dans ce foisonnement fébrile, au moins à propos de la question du temps. Relativité restreinte ou le temps élastique. Einstein, 1879-1955. Un bon disciple, du moins à l'époque, d'Ernst Mach, 1838-1916, ne pose pas le temps et l'espace comme des a priori. Pour lui, le temps est simplement ce que nous mesurons avec nos horloges, l'espace ce que nous mesurons avec nos règles. C'est donc d'une façon très pragmatique qu'il s'intéresse aux durées mesurées entre deux événements par des observateurs situés dans des référentiels différents. Il montre que ces mesures ne donnent pas le même résultat. C'est la grande leçon de la relativité restreinte, laquelle mit en 1905 terme à la confusion générale qui régnait dans les esprits à propos de l'éther, ce milieu au sein duquel étaient censées se propager les ondes lumineuses. Elle obligea Einstein à introduire le concept d'espace-temps, en remplacement des concepts jusqu'alors séparés d'espace et de temps. Si l'on change de référentiel dans l'espace, temps, le temps se transforme en partie en espace, et l'espace se transforme en partie en temps. En effet, pour passer d'un système de coordonnées dans l'espace-temps à un autre en translation uniforme par rapport au premier, c'est-à-dire ni accéléré ni freiné, on utilise ce que l'on appelle une transformation de Lorentz, laquelle présente les caractéristiques de mélanger, sans réelle distinction, les coordonnées spatiales et temporelles. Il n'est donc plus question de laisser le temps au temps, Einstein en tout cas s'y oppose absolument. Temps et espace deviennent relativement entremêlés. Ce résultat
et en rupture avec les notions familières. Il est en effet surprenant qu'on ait pu ainsi réunir le temps et l'espace, sachant que les premiers s'écoulent et non le second. La conséquence philosophique du trait d'union que la relativité met entre les mots d'espace et de temps, le temps perd son idéalité newtonienne. Il cesse d'être extérieur et l'espace se met à dépendre de la dynamique. Conséquence pratique, les horloges, lorsqu'elles se déplacent en mouvement rapide dans l'espace, ralentissent le rythme de leurs battements. Ce ralentissement des horloges, qui mesure l'élasticité du temps, de la relativité, est couramment observé sur les particules élémentaires instables, par exemple sur les muons. Les muons sont des sortes d'électrons lourds, produits naturellement en haute atmosphère par le rayonnement cosmique, ou artificiellement lors de collisions entre particules accélérées à haute énergie. Leur durée de vie moyenne, T, taux, entre parenthèses, est d'environ 2,2 x 10 exposant -6 secondes. Toutefois, la théorie de la relativité implique, et l'expérience établit, que l'intervalle de temps mesuré entre la création d'un muon et sa désintégration ne coïncide avec le temps de vie propre T, que si son muon naît et meurt en un même point de l'espace. On dit, cela ne vaut que s'il est immobile. Sinon, sa durée de vie effective, et donc la longueur du trajet qu'il parcourt, dépend de son énergie ou, si l'on préfère, de sa vitesse. Plus il va vite, et plus il dure longtemps, au point que, si sa vitesse est proche de celle de la lumière dans le vide, il a tout loisir de se manifester pendant un temps bien supérieur à t. Tout voyage serait-il prolongé? Le paradoxe des jumeaux de Langevin. L'un des deux jumeaux part vite et loin, l'autre reste sur Terre. Comment rend-il jumeaux? Le paradoxe des jumeaux de Langevin. Il ouvre la fenêtre, un instant après, il revient de plusieurs heures de vol. Henri Michaud. Ce phénomène de ralentissement des horloges, inhérent à la relativité, avait été illustré dès 1911 de la façon provocante, par un paradoxe très célèbre, dit des jumeaux, que l'on doit au physicien français Paul Langevin. En quoi consiste-t-il? Imaginons deux jumeaux, Rémi et Éloi, initialement sur Terre, au repos avec leurs montres synchronisées. Attention, dire qu'ils sont au repos ne signifie pas qu'ils font la sieste, mais qu'ils restent là où ils sont. Un bon matin, Rémi part voyager à bord d'une fusée dans l'espace où il atteint une vitesse proche de celle de la lumière. Inutile ici de faire malicieusement remarquer qu'une fusée aussi rapide n'existe pas, car l'expérience que nous imaginons est une expérience de pensée, où tout est permis. Éloi, plus casanier et aimant cultiver son jardin, reste chez lui. Au bout d'un certain temps, Rémi revient sur Terre et retrouve Éloi, avec lequel il peut comparer les durées qui se sont réellement écoulées pour l'un et pour l'autre. Curieusement, ces durées ne sont pas les mêmes. Rémi et Éloi ne sont donc plus jumeaux, seulement frères. L'un des deux, Éloi, le statique, est devenu l'aîné. 2 années sont passées pour lui, par exemple, et seulement une pour Rémi. Ce résultat, pour étrange qu'il soit, est parfaitement conforme aux prédictions de la relativité et expérimentalement établi, non pas avec des êtres humains, mais avec des horloges atomiques embarquées à bord d'avions très rapides. À défaut de former la jeunesse, le voyage rapide, très rapide, la conserve. Une telle élasticité de temps change bien des choses tant que l'on a cru à un temps universel, on a pu dire que le passé n'existait plus, que l'avenir n'était pas encore, et donc que le présent seul existait. La relativité rend caduque un tel discours. Les événements qui sont dans le futur pour tel observateur sont dans le passé pour tel autre et dans le présent pour un troisième. En d'autres termes, ce qui m'est présent à un certain instant n'existe plus ou pas encore pour quelqu'un d'autre en déplacement par rapport à moi. Le mot maintenant devient ambigu puisque le concept de simultanéité perd son sens. Qui plus est, il existe désormais autant de chronomètres fondamentaux qu'il y a d'objets en mouvement uniforme. Et on ne peut pas synchroniser ces horloges si on ajuste leur cadran à un certain moment.
Les heures indiquées ne coïncident plus quelques instants plus tard. Chaque observateur a l'impression que le temps indiqué par les horloges, autre que la sienne propre, est dilaté en raison précisément du ralentissement des horloges. Le temps n'a donc plus d'étalon. Que devient, dans un tel enchevêtrement, le statut propre du temps? La présentation la plus célèbre du principe de relativité d'Einstein consiste à dire que la description des phénomènes, et notamment la propagation de la lumière dans le vide, ne dépend pas plus du choix du système d'observation si celui-ci est dans un référentiel d'inertie, c'est-à-dire un référentiel dans lequel tout corps isolé, sur lequel aucune force n'agit, suit un mouvement rectiligne et uniforme. La vitesse de la lumière, qui est finie, est la même dans tous les référentiels qui sont en translation rectiligne et uniforme par rapport à l'un quelconque de ces référentiels d'inertie. Cela entraîne une rupture fondamentale avec la représentation newtonienne de l'espace et du temps, lorsque, dans l'espace coordinaire, la distance entre deux points s'annule, ces deux points coïncident nécessairement. Une sphère de rayon nul se confronte avec son centre. Mais dans l'espace-temps d'Einstein, lorsque l'intervalle S entre deux événements s'annule, la distance d et la durée r qui les séparent peuvent être arbitrairement grandes, pourvu que leur quotient d, t soit également à la vitesse de la lumière. Cela vient de ce que l'intervalle S est défini par la relation suivante. S au carré est égal à D au carré moins C au carré fois T au carré. Je comprends bien que à l'audio c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si vous faites des pauses et quelques recherches que vous creusez un peu plus, cela peut vous ouvrir d'autres voies. Comme je le dis souvent, j'essaie de véhiculer certaines choses pour ceux qui n'ont pas toujours... Bref, je m'égare encore un peu. Je repars directement dans la lecture. Donc je disais, S au carré est égal à D au carré moins C au carré fois T au carré. Sa valeur ne dépend pas du référentiel dans lequel on le calcule, ainsi qu'il est montré dans l'annexe. De la sorte, les objets les plus lointains aperçus par nos télescopes sont aussi les plus vieux, quelques 10 milliards d'années, même s'ils nous apparaissent dans leur plus fraîche jeunesse. Nous les voyons en effet comme ils étaient à l'époque où ils ont émis la lumière qui nous révèle aujourd'hui leur existence. Mais malgré leur gigantesque éloignement, ces objets sont, au sens de la relativité, à intervalles nuls de nous. L'image de l'univers que les télescopes nous montrent n'est pas notre contemporaine. Tous les objets qu'ils nous donnent à voir ne sont plus dans l'état où nous les voyons. D'ailleurs, les physiciens relativistes se doivent d'avoir constamment à l'esprit l'espace-temps, dans sa totalité, c'est-à-dire tous les événements, de tous les lieux et de tous les temps, des origines à la fin du monde. Cela induit progressivement, chez lui, la propension à se faire une représentation statistique de l'espace-temps, où celui-ci est développé dans toute son étendue spatiale et temporelle. Il raisonne et légifère comme si l'espace-temps était totalement développé, immobilisé, gelé. Le temps perd alors à ses yeux sa spécificité de grandeur en devenir, puisque la relativité met sur un pied d'égalité la symétrie gauche et droite propre à l'espace de la symétrie passé-futur. C'est pourquoi on peut dire qu'une spatialise le temps dépouillant ce dernier de son caractère de grandeur irréversible, avec lequel le physicien ne serait sa modestie naturelle, pourrait devenir une sorte de dieu dissertant comme s'il œuvrait dans l'éternité. Temps et gravitation. Tant qu'à faire, qu'à voyager dans le temps, il vaut mieux que le temps soit beau. Raymond DeVos. La 4e dimension. Venons-en maintenant à la gravitation et à ce qui semble être aujourd'hui sa bonne théorie, la relativité générale d'Einstein. Si l'on en croit les principes de celle-ci, la gravitation n'est pas une force s'exerçant entre les différents contenus matériels de l'univers, elle est plutôt une propriété géométrique de l'univers lui-même. Cette insertion de la gravitation dans l'espace-temps
lui-même lui oblige ce dernier à se déformer, à se carbosser, autrement dit à devenir courbe. C'est au sens de cet espace-temps courbe que l'espace, le temps et aussi la matière ont des intrigues mêlées. D'ailleurs, fort compliquées, les équations d'Einstein prévoient en effet que la densité de la masse et d'énergie conditionne les structures mêmes de l'espace-temps et que c'est cette structure qu'on appelle la métrique de l'espace-temps qui, en retour, détermine les dynamiques de la trajectoire des objets contenus dans l'univers. Dans un tel contexte, non seulement la vitesse des observateurs, mais aussi la masse, l'intensité du potentiel gravitationnel, influent directement sur la vitesse d'écoulement du temps. C'est ainsi qu'on parle de décalage gravitationnel, de délai temporel, autant d'effets nouveaux vérifiés par l'expérience. Être lourd devient une façon comme une autre de prendre son temps. On pourrait s'attendre à voir la cosmologie confirmer la vision de l'espace-temps statique, telle que la prône la relativité restreinte. Il n'en est rien. Les physiciens sont aujourd'hui quasi unanimes à s'accorder sur des modèles d'univers particuliers, dits de Big Bang, au sein desquels règne un temps cosmologique lié à l'expansion de l'univers, sans pour autant s'identifier au temps absolu de Newton. Ce temps cosmologique partage avec lui la propriété d'être universel. Les observateurs, qui ne sont soumis à aucune accélération et ne subissent aucun effet gravitationnel mutuel, peuvent en effet synchroniser leurs montres, et celles-ci resteront en phase tout au long de l'évolution cosmique. De plus, ce temps cosmologique s'écoule toujours dans le même sens. Il est fléché, et c'est ce qui permet de l'utiliser pour retracer l'histoire de l'univers. Mais il y a une différence, c'est que, contrairement à ce que croyait Newton, ce temps cosmologique ne peut pas être posé comme un a priori, puisque ses propriétés sont déterminées par le contenu même de l'univers, dépendant du modèle cosmologique choisi. Il ne peut être érigé simplement en absolu. En particulier, il est difficile de considérer comme le cadre dans lequel nos perceptions viendraient se loger. On peut même se demander si ce temps, comme tout temps, existe réellement par lui-même, ou s'il faut, au contraire, penser, comme le physicien autrichien Ernst Mach, à la suite de David Hume, George Berkeley, Gottfried Wilhelm Leibniz, qui n'est qu'un moyen commode pour exprimer certaines relations entre les phénomènes. L'origine du temps cosmologique, à l'instar de celle de l'univers lui-même, se perd dans les brumes orales de l'univers primordial. En effet, admettre le modèle du Big Bang pour un physicien, c'est reconnaître l'impossibilité d'extrapoler indéfiniment vers le passé à l'aide de lois de la physique. Une telle extrapolation conduirait infailliblement à une impasse, c'est-à-dire à un état de l'univers dans lequel les lois de la physique, telles que nous les connaissons, entreraient en conflit les unes avec les autres, à cause de l'incompatibilité des principes de physique quantique avec ceux de la relativité générale. Cette situation rend tout calcul vain et toute conjecture chimérique. Nous ne savons rien de l'origine de l'univers, rien non plus de l'origine du temps. Que le terme origine soit pris au sens chronologique ou au sens explicatif. Examinons enfin ce qu'il advint ici du principe de causalité évoqué plus haut. Ce principe ordonne les événements selon un enchaînement irréversible. La cause précède toujours l'effet, indique-t-il, en nous empêchant de rétroagir dans le passé pour modifier une séquence d'événements qui ont déjà eu lieu. La causalité nous protège des affaires qu'illustre le célèbre paradoxe du grand-père. Un jeune homme, Paul, remonté le temps, rencontre son grand-père encore tout jeune. Denis, au moment où celui-ci courtise Françoise, sa future femme, la future grand-mère de Paul. Paul prouve à Denis qu'il est bien son petit-fils en lui racontant des secrets de famille que Denis n'a encore révélés à personne. Abasourdi, Denis s'en va raconter à Françoise qu'il vient de rencontrer leur petit-fils. Françoise, doutant de la santé mentale de celui qu'elle comptait épouser, décide de rompre avec lui, empêchant la naissance d'un enfant qui serait devenu le père de Paul.
On trouve un trame semblable dans le film de Robert Zemeckis, Retour vers le futur. La causalité, on le voit, évite bien des drames familiaux. Est-il respecté en relativité restreinte? Oui, toujours, car si pour un observateur, un événement A est antérieur à un événement B, est tel qu'un signal lumineux ait le temps de partir de A pour atteindre B, alors il en est de même pour n'importe quel autre observateur. En réalité, ce lien de causalité est implicite en relativité restreinte puisque sa violation, un voyage dans le passé, équivaudrait à se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est interdit par les principes mêmes de la théorie. En revanche, en relativité générale, certaines distorsions imprimées à l'espace-temps, notamment par des trous noirs en rotation, pourraient autoriser l'exploration du passé sans qu'il y ait dépassement de la vitesse de la lumière. D'une façon générale, la causalité est violée dès qu'il existe une boucle temporelle, c'est-à-dire une ligne d'univers, d'espace-temps, renfermée sur elle-même. Personne ne sait si de tels dangers pour la tranquillité des familles existent de par chez nous. L'inconfortable dossier quantique. Tout l'infini frémit d'un atome qu'on touche. Victor Hugo. Venons-en maintenant au cas, très délicat lui aussi, de la mécanique quantique, qui fut élaborée dans les premières décennies de ce siècle. La physique classique, ne pouvant rendre compte correctement du comportement des atomes, et en particulier des interactions entre matière et lumière, elle fut en l'occurrence remplacée par le formalisme révolutionnaire, le formalisme quantique, dont la fécondité concerne aujourd'hui toutes les branches de la physique. Pour rappel, ce livre a été écrit en 1925. Je continue donc. Pour décrire l'état d'un système quantique, par exemple une particule, on utilise un objet mathématique que l'on appelle la fonction d'onde du système. En général, cette dernière est une somme de plusieurs termes distincts, chacun des termes correspondant à une valeur possible d'une propriété physique de système, sa position, son énergie. Cette possibilité de décrire tout système physique par une somme d'états est la conséquence directe de ce que l'on appelle le principe de superposition, selon lesquels deux états quelconques d'un système physique peuvent toujours être superposés, en fait ajoutés, pour donner un nouvel état de ce système, à la manière dont deux ondes à la surface d'un étang se superposent pour donner une nouvelle onde. Une des originalités troublantes de la physique quantique vient de ce qu'elle postule, en marge de ce principe, que lorsque l'on fait une mesure sur le système, par exemple une mesure de son énergie, il se produit une modification brutale de la fonction de l'onde. Un seul terme de la somme qu'elle contient subsiste, correspondant à la valeur de l'énergie qui a été effectivement mesurée. On dit que la fonction d'onde a été réduite par la mesure. D'après l'interprétation courante de la mécanique quantique, le choix du terme de la somme qui subsiste après cette réduction est parfaitement aléatoire. La fonction d'onde, avant la mesure, permettant seulement de calculer les probabilités que telle ou telle valeur soit sélectionnée en physique quantique. C'est donc la mesure qui définit précisément la propriété mesurée. Ainsi, dans le cas qui vient de nous servir d'exemple, l'énergie du système n'était pas définie puisqu'elle pouvait prendre a priori plusieurs valeurs, chacune étant associée à un terme de la somme. Mais cette indétermination cesse dès qu'une mesure isole précisément une valeur particulière de l'énergie, c'est-à-dire ne retient qu'un terme de la somme constituant la fonction d'onde d'avant la mesure. Qu'en est-il alors de la question du temps en physique quantique? Pour simplifier, nous ne retiendrons de son formalisme que l'équation de Schrödinger, qui est valable tant que la vitesse reste faible par rapport à celle de la lumière. Elle permet de calculer l'évolution au cours du temps de la fonction d'onde associée à toute particule. Cette équation est parfaitement réversible, et elle est tout aussi parfaitement déterministe. Le temps qu'elle manipule est donc a priori le temps newtonien, qui est réversible. En fait, les choses ne sont pas si simples, car la physique quantique a, comme nous venons de le voir, une structure duale.
Elle utilise en plus de ces équations une théorie de la mesure très particulière, qui met en formalisme en relation avec les résultats effectifs des mesures l'évolution d'un système obéit à l'équation de Schrödinger tant qu'aucune mesure n'est faite sur lui. Si une opération de mesure a lieu, un seul des résultats de mesure a priori possible se réalise effectivement, cette sélection se faisant de façon strictement aléatoire. On parle d'indéterminisme quantique.